Non. Non. Non plus. Toujours pas. Nope. Sûrement pas, non. Trop classique. Trop tech. Trop cassé. Oh. Salutations, chers viewers. Je suis Ultimate Phoenix, mais appelez-moi Ulti. Et cette vidéo est la troisième et dernière partie de mon triptyque Five Nights at Freddy's, fait pour comprendre le lore, rattraper les wagons et se préparer à la sortie de Secret of the Mimic. Donc allez voir les deux premières vidéos si c'est pas déjà fait. Après avoir résumé le lore en général, et analysé les derniers jeux en particulier, il est maintenant temps de passer à la raison d'être de ce triptyque. Qu'est-ce que quoi qu'on va qu'avoir dans les prochains jeux? Bizarre. Vous l'avez vu en miniature, aujourd'hui on va théoriser, on va spéculer, et on va faire des plans sur la comète tout en essayant de faire passer nos fanfictions pour de la réalité. Non, pas ce genre de fanfiction. Là où les deux premières vidéos traitaient de sujets relativement factuels, soit le lore tel qu'il est écrit depuis 10 ans et les deux derniers jeux en date, cette vidéo-ci va être beaucoup plus centrée sur du fictif. Et ce serait donc compliqué de continuer à utiliser mes fameux tampons de véracité, vu que, à part ce qu'on voit dans le trailer, y a rien qui est confirmé pour l'instant. Cependant, vous serez sans doute d'accord pour dire que rester dans le monde des idées et balancer des théories au pif sans rien pour les étayer, ça aurait pas grand intérêt non plus. De ce fait, j'ai troqué mes fidèles confirmés, théoriques et présumés pour de nouveaux tampons probables, possibles et intenables, plus adaptés au présent sujet. Et justement, en parlant du sujet, celui-ci ne se limitera pas à Secret of the Mimic. Alors, je vais pas essayer de vous la faire à l'envers, ce sera le centre de la vidéo. Ne serait-ce que parce qu'il sort le mois prochain, qu'on a des teasers, des trailers, des références, et tout simplement plus de matière pour en tirer quoi que ce soit. Mais je tenterai également de proposer des pistes possibles pour de prochaines itérations de la licence dans son ensemble. Parce que si Secret of the Mimic est le prochain jeu de la licence, il reste une préquelle, et bien qu'il puisse ouvrir de nouvelles portes, il ne pourra pas résoudre tous les mystères qu'on a en suspens. Mais je commence déjà à empiéter sur la vidéo, alors... Aujourd'hui, parlons un peu du futur de FNAF. Le mal que font les hommes continue de vivre après eux. Le bien est souvent enseveli avec leurs os. C'est avec cette citation de William Shakespeare que Brian Freyermuth, directeur-concepteur chez Steelwool, a présenté le prochain opus de FNAF, Secret of the Mimic. D'abord annoncé le 6 août 2024 lors du live des 10 ans de la série, sa sortie est prévue pour le 13 juin 2025. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, dès son annonce, il a intrigué. En effet, bien qu'il serve d'antagoniste principal aux nouvelles Tales from the Pizzaplex, le Mimic n'a, pour l'instant, qu'une présence assez anecdotique dans les jeux. Parce que, on peut se dire que Glitchtrap n'était qu'une instance de son programme, ou que c'était en réalité lui qui tirait les ficelles dans l'ombre, et ça pourrait raconter une bonne histoire. Mais, pour l'instant, ça n'est que ça, une histoire. La seule chose dont il est indéniablement responsable, c'est ce qu'il a fait dans Ruin. Du reste, pour lui donner un quelconque rôle dans les jeux, il faut présumer que les livres soient dans la même timeline. Et par présumer, j'entends copieusement ignorer les multiples fois où les jeux les ont contredits. Et là, vous allez me dire... Mais Ulti, ô grand oracle des chroniques pointa-nocturno-frédériciennes, n'avez-vous point compté dans précédents vidéogrammes que telle divergence se pourrait explicable? Et non seulement vous parlez extrêmement bien, ça fait plaisir, mais aussi vous avez raison. Le développement de Security Breach a été catastrophique. Non seulement les devs se sont pris le Covid et le confinement dans la gueule, mais en plus Scott a eu la brillante idée de ne pas leur expliquer le scénario. Alors, la question de l'implication de Scott dans les jeux du troisième arc est... spécifique. En gros, après la fin du deuxième arc, Scott avait dit prendre sa retraite de développeur. Donc, quand le troisième est arrivé, tout le monde s'est demandé si Steelwool, la boîte qui développait le jeu, aurait les pleins pouvoirs, ou si Scott continuerait à diriger dans l'ombre. Et la réponse, c'est que... c'est un peu les deux à la fois. De fait, Scott semblait conserver un certain contrôle sur le fil rouge de l'histoire. Mais pourtant, Steelwool ne sont pas que des exécutants, Scott ayant défini Vanny, qui est quand même censé être un personnage majeur, comme ayant été inventé par eux. De même, si les Glamrock ont été designés par Pinky Pills, une illustratrice travaillant directement sous Scott, Soleil et Lune, eux, ont été créés par Steelwool, expliquant leurs différences de conception. Et on va pas s'attarder sur le fait que Pinky Pills a parfois des designs très... sus. Comment ça, mon ref? Disons que la waifootisation des Glamrock ne vient pas de nulle part. En réalité, même le Pizzaplex n'a pas été pensé intégralement par Scott, les devs l'ayant conçu de toutes pièces en se servant de leurs propres souvenirs d'enfance pour créer le parc d'attractions ultime.
Et ils ont mis pas mal de temps à le travailler, le retravailler et le changer plein de fois pendant le développement. Alors, in fine, c'est vachement cool. Le Pizzaplex est très réussi et je ne pense pas faire polémique en disant que c'est sans doute un des meilleurs points de Security Breach. Mais quand d'un côté on a les devs qui changent la map toutes les 3 semaines et que de l'autre on a Scott qui sort un livre qui donne une forme précise au truc et qui a 25 attractions qui sont jamais apparues dans les jeux, bah ça crée des incohérences. Un des problèmes de Scott, c'est qu'il a toujours été quelqu'un qui gardait ses idées pour lui et qui communiquait finalement assez peu. Un exemple connu, c'est quand Paige Highwood, le gars qui double Michael et William Afton, a dû jouer le monologue final de Michael dans Sister Location. Pour la faire simple, le gars pensait jouer Springtrap. Ouais, Scott lui avait pas dit qu'était Michael Afton, et du coup il pensait que c'était Springtrap. Donc il l'a joué, comme s'il jouait Springtrap. Autre exemple, ce poster dont on a parlé dans la première vidéo. Bah, quand des gens ont demandé à l'illustratrice si leur théorie était bonne, elle a juste répondu qu'elle pensait qu'il n'y avait probablement pas de lore. Elle pensait. C'est une opinion, elle ne le sait pas. Scott, c'est le genre de gars à te dire « fais ça », sans t'expliquer ce qu'il faut faire avec ça. Et le problème, c'est que ça, c'est une méthode qui peut marcher que si c'est toi qui fais tout le jeu à 1 ou 2 assets près. Mais quand t'as toute une équipe de devs qui doit faire un jeu avec l'ambition d'un AAA, bah ça pose beaucoup plus de problèmes. Scott a dit « marquez GGY sur les bandes d'arcade », sans leur parler de la nouvelle GGY. Comment tu veux que l'histoire de Gregory soit cohérente après ? Il a dit « posez Burn Trap au sous-sol », sans leur dire qui était censé être Burn Trap. Et donc on s'est retrouvé avec un boss, là où Scott voyait juste un easter egg. Il a lui-même avoué avoir traité Steel Wool comme des fans, à qui il a donné des informations lacunaires et décousues, plutôt que comme des collaborateurs qui devaient l'aider à appliquer sa vision. Alors, je présente ça comme si Scott était un connard pédant, mais c'était vraiment juste une erreur sincère. Le gars travaillait seul depuis FNAF 1, il savait tout simplement pas comment gérer un projet d'une telle ampleur. Il a d'ailleurs fait son mea culpa, et c'est pour se faire pardonner de ses erreurs de communication que Ruin est gratuit. Et vu ce que disent à la fois Scott et Evan Lampe, directeur créatif de Secret of the Mimic, il semble désormais laisser bien plus de liberté à Steel Wool. Mais, et je vais peut-être vous choquer en disant ça, ce genre de problème de communication, ça arrive dans tous les médias FNAF. Vous pensiez que Scott écrivait lui-même le livre ? Non ! Il écrit un fil rouge de l'histoire qu'il donne à quelqu'un d'autre qui va devoir mettre en scène et broder tout ça pour faire un livre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des aberrations du style une chica jaune avec un cupcake et un bavoir au Pizzaplex, parce qu'on avait juste dit à l'autrice d'écrire sur Chica, sans lui préciser que c'était censé être Glamrock Chica. L'une qui se fait appeler Moondrop, parce qu'on lui a juste filé cette affiche, sans préciser que Moondrop c'était le nom du bonbon et pas du mec. Ou encore Glamrock Chica qui est dit avoir troqué sa gloutonnerie pour un besoin d'attention maladif, alors que ça, c'est un défaut de Roxy. Et même des fois ça frise le ridicule. Dans la nouvelle Claustrophobia, on nous parle d'une version de Ballora qui est décrite comme étant sans jambes. Mais dans l'adaptation en BD de la même nouvelle, elle en a. Et quand on a demandé pourquoi à l'illustratrice, elle a juste dit que, ouais, elle avait lu le bouquin de base, mais on lui a quand même fait des descriptions et donné des références d'une Ballora avec des jambes. Parce que pourquoi être cohérent après tout ? Bon, on était censé parler de Secret of the Mimic. Pourquoi est-ce que je vous bassine avec ça ? Eh bien, parce qu'une des premières choses qui m'intrigue à propos de ce jeu, c'est pourquoi est-ce qu'il existe ? Alors, non, je vais pas faire un plagiat de l'ermite moderne, ni utiliser mon master en philosophie pour questionner la finalité et la nature de l'être d'un jeu vidéo. Quand je demande pourquoi est-ce qu'il existe, je veux poser une question en fait assez simple. À quoi est-ce qu'il sert dans ce que le troisième arc veut raconter ? Finalement, pourquoi faire un jeu sur le Mimic ? Cette question, elle peut sembler en désaccord avec tout ce que je viens de présenter, et même avec mes 2 vidéos précédentes, puisque, bien que je tente autant que faire se peut de maintenir une posture objective, vous le savez, je suis de ceux qui considèrent que les livres et les jeux se trouvent dans des timelines différentes. Mais, en réalité, la réponse que l'on donne à cette question va non seulement déterminer les attentes que l'on peut en avoir, mais aussi la vision que l'on a de la timeline. Pour faire simple, si on considère que les livres et les jeux sont dans la même timeline, alors ce jeu n'apportera rien ou peu de choses de nouveau. Je l'ai déjà dit, mais les nouvelles Tales from the Pizzaplex parlent beaucoup du Mimic. J'ai déjà parlé de son origine, j'ai déjà parlé de son emprisonnement, j'ai même déjà parlé de la corruption du storyteller. Mais on apprend en fait beaucoup plus de choses que ça. On a des histoires sur les effets à long terme du storyteller, on a toute une série d'épilogues où l'on voit le Mimic chasser une bande de gamins ayant eu la brillante idée de faire de l'urbex dans le faux restaurant de FPS, et même ce qu'est censé raconter le jeu, soit le moment où Fazbear Entertainment t'envoie des équipes pour récupérer le Mimic, ça aussi, on a un bouquin dessus. Donc, si on considère que tout est canon, bah non seulement on a déjà le lore du Mimic, mais on a aussi le scénario de son jeu.
Donc, retour à la question initiale, pourquoi est-ce qu'il existe? Personnellement, je pense que l'on peut trouver deux explications à cela. La première serait de voir Secret of the Mimic comme un ultime mea culpa de Scott. Une des critiques qui revient le plus souvent vis-à-vis du Mimic, c'est justement qu'il n'a pas de lore dans les jeux, et que si on veut connaître ne serait-ce que le concept du personnage, on doit se taper 8 bouquins à 15€ l'unité. Ainsi, même si on considère que les jeux et les livres sont dans la même timeline, l'intérêt de Secret of the Mimic serait de rendre cette backstory plus accessible aux fans. Cependant, bien qu'il soit resté réservé vis-à-vis de l'impact des livres sur les jeux, Evan Lampy a précisé que, même si on a lu tous les livres, on ne connaît pas l'histoire du jeu. Ainsi, j'aurais plutôt tendance à considérer que Secret of the Mimic existe précisément parce que les timelines sont différentes, et que, donc, il faut bien donner une backstory à la version jeu du Mimic. Là, je me dois de faire une précision, car timeline différente, ça peut tout et rien dire. Je ne pense pas à une dissension drastique, où on part dans un tout autre délire qui n'a vraiment rien à voir. Non, je suis partisan de l'idée que, à l'origine, les plans étaient probablement similaires au livre, mais que, suite aux erreurs de communication, aux différences qui en ont résulté, et à Steel Wool, qui a désormais plus de poids dans le design de l'histoire, le projet a pris une autre direction. Evan Lampy ayant expliqué que l'idée du jeu s'est justement formée dès 2022, soit juste après la sortie de Security Breach. Et on comprend alors que, dans l'absolu, se demander si les jeux et les livres sont dans la même continuité, ça revient juste à se demander ce qu'on fait de Security Breach en fait. Soit on considère que c'est une erreur à rectifier à coup de cherry picking et de petits retcons pour la faire revenir sur la vraie voie qu'étaient censés être les livres, soit on décide de faire avec, d'accepter les différences qui se sont glissées et de continuer sur cette nouvelle voie. Ce qui va naturellement nécessiter des éclaircissements sur ce que l'on peut garder des livres et ce qu'on doit changer. Bon, maintenant qu'on a une idée relativement claire de la raison d'être de ce jeu, à savoir exposer une backstory tout en montrant la relation entre les jeux et les livres, on arrive à la question à $1 million. À quoi ressemblera le jeu? Bon, là, j'avoue, j'ai un peu triché, parce que j'ai techniquement déjà commencé à en parler, mais reprenons depuis le début, ce sera plus simple. Déjà, ça se passera quand? D'un côté, on en a parlé la dernière fois, Ruin semble appeler à une suite directe. De l'autre, c'est quasiment certain que Secret of the Mimic sera un préquel. Déjà parce que, comme on l'a expliqué, ce jeu devra mettre en scène une backstory pour le Mimic, et dans les livres, celui-ci a été créé à l'époque du Fredbear's Family Diner. Mais même si on ignore ça, Gregory dit texto dans Ruin que le robot est coincé depuis vraiment longtemps sous le Pizzaplex, ce qui induit nécessairement une préquelle. De plus, dans le teaser d'annonce, on pouvait voir ceci. Vous avez pas vu? Mais si, le 1979 en image subliminale pendant 3 frames. Oh, vous faites vraiment pas d'efforts. Hein. Plus sérieusement, tout porte à croire que c'est la date du jeu, et ce serait très cohérent avec ce que le 3ème arc essaye de poser vis-à-vis du Fredbear's. Parce que, ouais, quand on pense 3ème arc, on pense Pizzaplex, mais ironiquement, ce n'est que depuis cet arc que l'on a une date générale des débuts de la franchise. Avant ça, le Fredbear's c'était juste 1983. Le restaurant original, certes, mais là où rien ne s'était vraiment passé avant le meurtre de Charlie, la morsure de 83 et tout le tralala. Or, et ce dès L.Ed 1, on commence à faire référence à des dates plus anciennes. De plus, alors que j'écrivais la première vidéo, L.Ed 2 fut mise à jour avec du nouveau contenu fait pour teaser Secret of the Mimic. Et si post-mise à jour on tape 1979, on obtient une peluche de Tiger Rock. Tiger Rock, c'est un personnage un peu spécial, parce que, techniquement, il n'appartient pas vraiment au canon de Fazbear. Dans les livres, Edwin Murray avait créé le Mimic pour son fils David. Or, David portait constamment une peluche représentant un tigre blanc. Le Mimic imita donc sa posture, et, après la mort du garçon, portera lui-même la peluche, semblant s'y être attaché. Il est bien précisé que cette peluche n'est pas un produit dérivé de Fazbear, et que son père n'a jamais fait de costume ou de robot le représentant. Cependant, lorsque son programme source est utilisé pour créer le Storyteller, le Mimic continue de prendre cette forme. Un Edwin horrifié découvrant que, à l'insu de tous, le programme avait fait construire des bouts d'animatronique personnalisés à l'intérieur du baobab, se forgeant un pseudo-corps ressemblant à un tigre blanc mécanique aux yeux verrons. A noter que, après que le Storyteller ait été démantelé, parce que oui, ils ont fini par le virer ce truc, c'est sous la forme de Tiger Rock que le programme du Mimic s'incarnera dans la matrice, ce qui pourrait également faire un équivalent direct à Glitchtrap.
On suivrait alors une certaine logique, où Elpanted 1 nous tease une suite via la peluche de Glitchtrap, et où Elpanted 2 fait de même avec celle de Tiger Rock. Et cette cohérence relative avec les dates des livres est d'autant plus appuyée par Five Laps at Freddy's. Un spin-off à la Mario Kart. Ouais, ça existe. Qui nous montre directement des publicités pour Murray & Co, confirmant qu'Edwin Murray existe bel et bien dans la timeline des jeux. Cependant, malgré ce faisceau d'indices concordants, un point majeur pose problème. Dans la mise à jour de Elpanted 2, on peut collecter des pièces de puzzle. En complétant ces derniers, on pourra faire apparaître un manoir bigarré, dont on parlera plus tard, ainsi qu'un camion portant une étrange machine dans son coffre. Et cette machine, c'est pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la matrice de Mexis, le programme de sécurité servant à confiner le mimique dans Ruine. D'un côté, c'est logique qu'il soit là, vu que son but est de s'opposer au mimique et que, normalement, dans Secret of the Mimic, on va parler du mimique. Mais d'un autre côté, Mexis est intrinsèquement lié au système du Pizzaplex, avec des nœuds de sécurité dans les murs et même dans les Glamrock. L'idée qu'il puisse être construit des décennies avant la construction du Pizzaplex, et même avant que le mimique soit enfermé pour commencer, ça semble un peu difficile à croire. Et puis, je sais que je fais la blague du « lol, la technologie est trop avancée dans FNAF, hahaha, magie noire, tout ça », mais une IA qui évolue dans un monde virtuel dans les années 70 ? Non, sérieux, j'accepte les fun time parce que ces trucs marchent littéralement aux Remnants, mais là vous allez me dire que ça a été construit à une époque où les ordi n'avaient pas encore un gigaoctet ? Est-ce que je suis le seul que ça perturbe ou comment ça se passe ? Une théorie que j'avais vu passer pour expliquer ça, c'était que le jeu ne se limiterait pas à une seule époque, mais que, au fur et à mesure des niveaux, on passerait de 1979 à une date plus contemporaine, faisant du fameux secret du mimique une espèce de jeu d'enquête à travers le temps. Ce qui est sincèrement une bonne idée, mais vu ce qu'on a dans les trailers, rien ne va dans ce sens, et Van Lampi décrivant lui-même le jeu comme étant une préquelle à toute la licence. Alors, c'est pas impossible, et Steel Wool sont complètement capables de nous faire un plot twist, mais pour l'instant, ça ressemble vraiment plus à un souhait qu'à une théorie. Bref, une fois le contenu de la mise à jour terminé, on obtient la statue d'une nouvelle animatronique. Alors, techniquement, on en avait déjà entendu parler, parce que, quelques mois plus tôt, Steel Wool avait mis lors de la PAX 2024 une petite démo à disposition du public. Dans celle-ci, on découvrait Jackie, une animatronique clown coincée dans un coffret façon Jack in a Box, ou Diable en boîte en français. Spontanément, son design interpelle, son aspect clownesque rappelant Circus Baby, tandis que sa boîte fait référence à Puppet. Mais on y reviendra. Elle était déjà présente à la fin du premier teaser, mais son apparence était quelque peu différente, en cela qu'elle n'avait pas de cheveux et que ses yeux ne correspondent pas. Soit c'est juste un changement de design fait pendant le développement, soit c'est une manière de dire que Jackie changerait d'apparence au cours du jeu pour des raisons scénaristiques, un peu à la manière des Glamrock. Je pencherais plutôt pour la première explication, mais c'est possible. Sa mise en avant, que ce soit dans le teaser, dans la démo ou dans la mise à jour, semble la présenter comme le vrai corps du mimique, ce qui pourrait alors être une double référence au livre. En effet, dans la nouvelle éponyme, on apprend que le mimique n'avait originellement pas de jambes, et que ce n'est que des années plus tard qu'un groupe de techniciens de Fazbear lui en donnera. Or, dans les images que l'on a de Jackie, elle n'a jamais de jambes. Même quand elle sort de sa boîte, elle doit se traîner grâce à ses mains car elle n'a pas de membre inférieur. De plus, lors du dernier épilogue des nouvelles, on découvre que le mimique finit piégé à l'intérieur d'un costume à Springlock, décrit comme ressemblant à un fou du roi. Bon, ça suivrait pas vraiment les bouquins non plus, parce que les épilogues sont contemporains du Pizzaplex, donc bien après 1979. De plus, aucun costume de Jackie n'est présent dans Ruine, et comme on a déjà dit, si le mimique devait avoir un costume de prédilection, ce serait plutôt Tiger Rock. Et justement, on sait que, contrairement au livre, un costume de Tiger Rock existera dans le jeu, parce que, pendant l'écriture de la deuxième vidéo, est sorti le trailer du jeu. Et même s'il est ultra lacunaire et cryptique, on a quand même pas mal de trucs à analyser. Déjà, on nous montre un camion similaire à celui de Mexis, ce qui pourrait indiquer que notre personnage en serait le créateur, ou tout du moins la personne qui le trouvera et le déplacera. On nous donne également plus d'informations sur le contexte du jeu. On est un employé de Fazbear envoyé pour récupérer un prototype d'endosquelette créé par Edwin Murray dans son atelier, le Murray Costume Manor. Ainsi, on pose le jeu comme se déroulant non seulement en 1979, mais aussi comme se passant plus ou moins lors de la nouvelle de Mimic. Dans cette histoire, Fazbear envoie justement une équipe dans l'entrepôt d'Edwin après sa disparition. Rapidement, on découvre que l'équipe que l'on suit est en réalité la deuxième à avoir été envoyée. La première avait pour charge de remettre en état et d'envoyer à Fazbear Entertainment tout ce qui pouvait l'être. En trouvant le mimique, à l'époque dénué de jambes, la première équipe le crut cassé et lui équipèrent des membres inférieurs pour le réparer.
S'ensuivit une séance de carnage absolument atroce où le Mimic se mettra à mélanger la violence apprise par l'agonie d'Edwin et les simples tâches ménagères apprises de David. La nouvelle se termine par le Mimic isolant puis tuant tous les membres de la deuxième équipe. Coucou. Ainsi, puisque le Mimic est encore dans l'atelier, on incarnerait l'employé servant d'hypothétique troisième équipe. Chose intéressante, Fazbear Entertainment semble connaître l'existence du Mimic, alors que les équipes 1 et 2 n'en avaient pas connaissance et ne sont jamais revenus pour en faire le récit. Pire, il est explicitement dit que le Mimic avait été créé spécifiquement pour Fazbear Entertainment, ce qui contredit totalement sa backstory dans les livres. Certains créent au mensonge, tandis que d'autres y voient l'ultime preuve d'une divergence de timeline. Personnellement, je dis qu'on verra bien. Autre fait notable, bien qu'Edwin travaille pour Fazbear Entertainment, l'atelier est à son nom, ce qui semble indiquer qu'il ne s'agit pas d'une succursale de la boîte. Ainsi, on s'éloigne quelque peu de la direction artistique générale de la série, et personnellement, j'aime plutôt bien, car ça permet d'apporter un certain vent de fraîcheur à la licence. De ce fait, l'environnement est rempli à ras-bord de props, de représentations et de costumes de personnages encore inconnus, dont on voit même certains bouger. Le fait qu'il rappelle les costumes trouvables dans Ruin, et que le Mimic est défini comme pouvant s'adapter à n'importe quel costume, semble indiquer qu'il pourrait les porter et en changer. Cette idée est d'ailleurs directement appuyée par le trailer, et par basiquement tout le marketing du jeu en fait. Un des points qui revient systématiquement, c'est cette utilisation des yeux orange brillants dans le noir. Le teaser met l'emphase dessus, les screenshots mettent l'emphase dessus, et, vous l'avez deviné, même le trailer met l'emphase dessus. Mais toutes les animatroniques ne semblent pas les posséder, et, étrangement, même Jackie et le Todd bleu là, sont parfois présentés sans eux. Et sachant que le Mimic est un endosquelette qui, on l'a vu, aime bien se déguiser et a notablement les yeux orange, j'imaginerais très facilement un gameplay où toutes les animatroniques ne sont pas agressives, mais que le Mimic se déguiserait en elles pour nous attaquer. Ce serait alors à nous de repérer l'imposteur, notamment grâce à ses yeux. Et si Jackie a toujours l'air d'être l'antagoniste principal, il est possible qu'elle ne soit que la première apparence du Mimic. Voire qu'on puisse croiser une vraie Jackie dans le jeu, qui sait. Alors, je sais, dit comme ça, avoir un seul ennemi, ça vend pas du rêve. On ressentait déjà pas la menace dans Security Breach alors qu'ils étaient 4, donc bon. Mais Evan Lampy a précisé que l'ambiance et l'expérience globale se rapprocheraient plus de Ruin, où on avait grosso modo qu'une seule animatronique au cul à la fois. Enfin, il a été dit que, en plus des quelques animatroniques que l'on a vus dans le trailer, il reste encore beaucoup de nouveaux personnages que l'on n'a pas vus. Et quelle meilleure manière de les légitimer qu'en nous forçant à prêter attention à l'apparence de chacun. Puis, juste pour me faire chier, il y a l'huile. Le Mimic rentrerait jamais dedans, donc pour une raison obscure, on a quand même un kaiju qui veut notre peau. Et tout ça dans les années 70. D'ailleurs, en parlant de Ruin, l'ambiance générale ne sera pas le seul élément qui lui emprunterait. Le trailer semble en mettre l'emphase sur, certes, l'infiltration, mais aussi sur un aspect énigme plus assumé. On peut notamment voir notre personnage utiliser une espèce de souris à remonter qu'il a l'air de lancer au sol, ce qui en ferait sans doute un outil de distraction. Dans la même veine, on peut voir que l'atelier fonctionne via un intranet nommé Helper. L'association GlitchTrapLP commence à faire beaucoup plus de sens d'un coup. Intranet avec lequel on peut interagir via le Data Diver, dont la ressemblance avec la face clé n'est pas anodine. On ne sait pas exactement comment ça marchera, mais il semble capable de, comme son nom l'indique, plonger à l'intérieur de la matrice pour permettre à notre héros de se frayer un chemin, visiblement avec un système de permission qui, on le comprend assez aisément, se débloquerait au fur et à mesure du jeu, un peu comme les passes dans Security Breach. Donc ouais, par rapport aux mecs des premières et deuxièmes équipes, notre prota a l'air vachement bien équipé pour juste une récupération de routine. Ce qui me fait sincèrement me demander... qui est-ce qu'on joue ? Alors, je sais, je vous entends déjà crier. On joue un employé de Fazbear envoyé rechercher le Mimic. Ça, c'est bon, c'est acté. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je me demande, c'est si notre personnage est quelqu'un de notable dans l'histoire. On en a déjà parlé dans la deuxième vidéo, depuis le Security Logbook, tous les protagonistes ont un impact relativement important sur la franchise. Toute l'idée que le père de Cassie soit Jeremy Fitzgerald, c'est justement parce que c'est le seul perso qui échapperait à cette règle sinon. Donc, logiquement, le protagoniste de Secret of the Mimic devrait pas être un kidam lambda. J'ai vu pas mal de gens proposer l'idée que, vu l'époque, on pourrait jouer Henry Emily, voire même William Afton. Après tout, ce sont aussi des génies de la robotique. Il est donc logique que, même sans moyens, ils soient capables de suffisamment d'inventivité pour se sortir de toute situation. De plus, les livres disent texto que le Mimic aurait assisté à une certaine version du MCI, et s'il est toujours possible que cela ne renvoie qu'à la fausse histoire racontée dans la virtuelle expérience, cela pourrait également être littéral, et impliquer que William aurait trouvé le Mimic et l'aurait gardé pendant ses meurtres.
je vais pas vous mentir, ça a l'air sympa sur le papier, mais je trouve pas ça très crédible. À l'époque, Henry et William ne sont pas simplement vivants, ils sont à la tête de l'entreprise. C'est eux qui donnent les ordres, et si le mimique est récupéré, c'est eux qui pourront de toute façon décider de son sort. Ils ont pas de raison d'aller se salir les mains, même s'ils voulaient le robot. Et surtout, lorsque t'es un boss de la boîte, tu pars pas seul dans un manoir où 2 équipes entières sont jamais revenues. Enfin, le message du trailer serait juste incohérent en fait. Pourquoi leur balancer le baratin habituel du « Non mais c'est safe, t'inquiète pas, employé, on contrôle tout » si les mecs sont littéralement les fondateurs du truc. Non, désolé, mais outre le fanservice, ça marche vraiment pas. Une autre proposition serait que notre personnage en lui-même ne nous soit pas familier, mais qu'il soit tout simplement lié à quelqu'un que l'on connaît déjà, suivant le thème général de la répétition du 3e arc. J'ai noté plutôt la ressemblance entre le Data Diver et la face clé, et cette ressemblance veut dire quelque chose selon Evan Lampi. Spontanément, on pourrait se dire que c'est une ressemblance gameplayique. Les 2 objets se ressemblent car ils fonctionnent pareil, au moins dans les mécaniques du jeu. Mais, et si ça allait plus loin ? Narrativement, la face clé c'est plus qu'un simple outil de circonstance. C'est un héritage. La seule chose qui relie encore Cassie à son père après sa disparition. Bien que l'objet soit techniquement commun dans l'univers, son utilisation a été, à l'instar du masque, un marqueur de connexion entre ces personnages. Ainsi, si la ressemblance entre la face clé et le Data Diver est plus qu'un simple rappel de leur fonction, alors on pourrait présumer que l'on jouerait le père de Jérémy, soit le grand-père de Cassie. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée, car non seulement ça ferait un lien direct avec le futur, mais ça ancrerait également Cassie et Jérémy dans une dynastie, un peu comme les Afton. Cependant, si l'idée est sympa et qu'il n'y a pas vraiment de moyen de l'infirmer, il n'y a rien pour le confirmer non plus, à part peut-être ce poster teasé récemment. Alors, je sais ce que vous allez dire, il n'y a pas que la famille de Cassie qui soit noire. Et c'est techniquement vrai. Mais dans les faits, pour l'instant, narrativement, il n'y a que. Blâmer le manque d'inclusivité de Scott, moi j'y suis pour rien. En quoi est-ce que ce poster est censé représenter notre personnage, vous allez me demander ? Eh ben, à cause du fusil de Chekhov déjà. Pourquoi le révéler avant la sortie s'il veut rien dire ? Mais aussi parce que c'est l'outil narratif traditionnel de la licence. Certaines informations sont exprimées clairement, certes, surtout depuis le 2e arc, mais la majorité reste des bouts de narration environnementale que les joueurs doivent associer. Et le médium du poster a précisément été déjà utilisé par le passé. Cependant, je dois bien avouer que l'on peut trouver des explications alternatives à tout ça. Le Data Diver est peut-être un lien narratif, mais ça peut aussi être juste du gameplay. Le poster est sans doute important, mais il n'y a pas que sa couleur de peau dessus, il y a aussi la main coupée. Ça pourrait être ça qui est important. Donc, même si c'est une spéculation que j'aimerais voir se réaliser, j'admets que mon argumentaire est assez faible. Et donc, si c'est la main qu'il faut regarder, en quoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien, parce que cette affiche pourrait nous en apprendre davantage sur les associations thématiques du mimique. En effet, le fait d'être impactant dans le fil rouge général n'est pas la seule caractéristique des protagonistes du 3e arc. Car, comme je l'ai démontré dans la 2e vidéo, chacun d'eux est également narrativement lié à une animatronique en particulier. Et ce poster me fait me demander si l'animatronique liée à notre personnage ne serait pas le mimique lui-même. On l'a vu, une des marques d'un lien narratif, c'est un ou plusieurs événements clés qui se répètent ou se répondent. Et une des choses que cette affiche m'a rappelé, c'est que durant la fin Ascenseur de Ruines, le mimique se fait couper la main par la porte métallique. Maintenant, ce poster n'est pas le seul à mettre une telle emphase sur la perte d'une main. Plusieurs autres, cachés dans le trailer et même à la PAX, se concentrant dessus. Mais l'argument le plus important pour moi, c'est que dans le petit décor que Steelwood avait fait pour leur stand à la PAX, on peut trouver ça. Une porte métallique scellée par une main humaine coupée. Cela impliquerait que, à un certain moment dans le jeu, le protagoniste de Secret of the Mimic se ferait couper une main, faisant un lien, ne serait-ce que thématique, avec le mimique. Et puisque l'on sait que le robot continuera à faire des dingueries tout au long de la timeline, ce lien thématique pourrait expliquer pourquoi, tant qu'on considère que Glitchtrap est une instance du mimique, à chaque fois que le mimique a été vaincu, ça a toujours été par un membre de cette famille. Une autre association que l'on pourrait faire, c'est celle qui m'a été proposée dans les commentaires de la dernière vidéo par un viewer, Linktor. Big up à lui. Pour poser le contexte, il avait remarqué un schéma dans les vies des 3 génies de la robotique. Henry a perdu sa fille, Charlotte, qui reviendra cependant en un temps Puppet, qui, si on enlève les larmes, ressemble à une espèce de mime, voire de clown, enfermé dans une boîte. Similairement, Elizabeth, la fille de William, mourut dans Circus Baby qu'elle entra à son tour.
On a donc, encore une fois, un père génial faisant face à la mort d'un enfant qui reviendra sous la forme d'une animatronique typée clown. Et Edwin a dû faire face à la mort de son fils David, et le Mimic est factuellement un double de David, en cela qu'il a été programmé pour l'imiter parfaitement et à se prendre pour lui. Double qui se retrouve ici, affublé d'un costume d'animatronique clown. On peut même aller plus loin, en notant que les dessins de Baby, trouvables dans le deuxième arc, ont très clairement servi d'inspiration au design de Jackie. Ou encore en rappelant que, dans le premier teaser, la boîte de Jackie émet une version de My Grandfather Clock, qui est la même musique que la boîte de Puppet. Linktor finit même par proposer l'idée que les multiples peluches de Nightmarion, qui sont trouvables dans le Pizzaplex, pourraient être une référence méta à l'omniprésence du Mimic dans la matrice du jeu. Et même si ça change pas grand chose au lore, j'ai trouvé cette interprétation assez pertinente, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Une fois cela dit, on arrive à la fin des infos qu'on a sur Secret of the Mimic. Mais on n'est pas encore au bout des mystères dont regorge le troisième arc. Parce que depuis Hellpointed 1, il y a eu pas mal de portes ouvertes. Mais entre la salle secrète ressemblant étrangement à la maison de Michael Afton avec un message codé qui est pas vraiment plus clair une fois traduit, ou le gamin qui vivrait caché dans le Pizzaplex et dont on sait toujours pas s'il est encore canon ou si c'est une autre victime du développement de Security Breach, un événement continue inlassablement de revenir, le Fall Fest de 1970. Le Fall Fest, soit Festival de l'automne en français, c'est un événement assez cryptique. À dire vrai, aujourd'hui encore, il est difficile de dire avec certitude ce qu'il s'y est passé. A minima, le Fall Fest semble avoir un certain lien avec Halloween, en cela que l'on peut en retrouver l'esthétique, notamment les citrouilles creusées ou les références aux films d'horreur. Fazbear Entertainment a visiblement été impliqué dans plusieurs de ces itérations. Curse of Dreadbear, le DLC de Hellpointed 1, utilisant comme décor le Fall Fest de 83, alors qu'on peut retrouver dans le Pizzaplex des posters antérieurs, le plus vieux datant de 1970. Alors, FNAF et les contenus Halloween, ça date pas d'hier. Mais c'est vraiment avec FNAF 4 que la fête a commencé à devenir plus pertinente dans l'histoire. En effet, la mise à jour a symboliquement remplacé les animatroniques Nightmare par des pendants spécifiques. Et si certains n'étaient que des références à des personnages populaires dans la communauté, on a aussi eu l'émergence d'un nouveau groupe, les Jacko. Et là, normalement, si vous vous souvenez de la deuxième vidéo, vous devriez être en train de lever un sourcil parce que, oui, dans Hellpointed 2, on a eu Jacko Lune. Gardez ça dans un coin de votre tête, on y reviendra. Les animatroniques Jacko, c'est basiquement des versions Halloween des Nightmares. Il n'y en avait à l'origine que 2, mais Curse of Dreadbear complétera le quatuor. La question de leur canonicité a toujours été compliquée. Scott avait explicitement dit qu'ils n'étaient pas canon dans FNAF 4, mais en même temps, à l'époque, les Nightmares eux-mêmes n'étaient pas réels. Et dans Curse of Dreadbear, on est canoniquement en train de bêta-tester un jeu VR, donc rien ne nous dit que ces modèles aient réellement existé. Mais le truc qui est intéressant à propos des Jacko, c'est l'étrange association qu'ils ont avec Glitchtrap. Et comme on l'a dit et répété, il est parfaitement possible que Glitchtrap soit une instance du programme du Mimic. Donc coupez pas la vidéo, ça peut quand même vous intéresser. Dans Curse of Dreadbear, un des mini-jeux disponibles, c'est le Pirate Ride, qui est basiquement un rail shooter typé Foxy. En activant certains mécanismes, on peut forcer notre bateau à prendre un chemin alternatif, non prévu par les devs et très probablement créé par Glitchtrap. Et qui nous attaque dans ces chemins? Jacko Bonnie et Jacko Chica. Dans Security Breach, l'arcade Princess Quest 3 reprend des éléments de la map de Hellpointed 1 et de son DLC. Et c'est Grim Foxy, un autre Jacko, qui garde le fameux masque de lapine blanche. Quant à Dreadbear, il réapparaît dans les niveaux Phaser Blast de Hellpointed 2. Que ce soit l'ambiance Halloween campagnarde, le ciel vert ou même cet étrange aspect forain, tous les éléments sont réunis pour rappeler le Fall Fest. Le tout présenté par Carny, une animatronique qui n'est pas sans rappeler le Lefty de FFPS. Leur ressemblance a d'ailleurs fait naître une théorie disant que Carny serait une ancienne animatronique créée par Henry à l'occasion d'un des Fall Fest, sans doute celui de 70. En effet, Carny, c'est de l'argot américain pour parler d'un forain ou de toute personne travaillant dans un carnaval. Et c'est justement sur l'affiche de 70 que trône un immense chapiteau. En tirant sur les fusées au fil des niveaux, on finira par créer une réaction en chaîne où Dreadbear, Carny et tout le décor finira par prendre feu. Alors, dans FNAF, une attraction qui finit par cramer, ça commence à devenir un motif récurrent. Et outre le thème de la répétition, les incendies c'est toujours des moments narrativement forts, marquant quasi systématiquement la fin d'une ère. Avec le feu vient la destruction, mais aussi la purification. Ces événements permettant aux âmes en peine d'être libérées.
Ce n'est d'ailleurs qu'après avoir fait flamber le Fallfest que Glitchtrap nous offrira la poupée du souvenir de Freddy, ce qui montre bien que c'est censé vouloir dire quelque chose. Et où est-ce qu'on retrouve aussi un incendie dans une fête foraine avec un ciel vert d'Halloween? Dans le niveau du carrousel de Jack O'Lune. Jack O'Lune, dont les deux seules autres apparitions sont dans des zones corrompues par Glitchtrap, et dans le mini-jeu Balloon World, où, pour le débloquer, il fallait collecter des glitches violets, et où se trouve sur l'écran titre le fameux chapiteau du Fallfest. La boucle est bouclée. Pourquoi est-ce important? Eh bien parce que j'ai de bonnes raisons de penser que le Fallfest pourrait être un point d'intrigue majeur dans Secret of the Mimic, au point où son nom de code pendant le développement était le projet Carnival. Selon Evan Lampy, le projet de Secret of the Mimic était dans les tiroirs depuis très longtemps, ne serait-ce que sous forme d'idée. Mais c'est en 2022, soit pendant le développement de Ruin, qu'il a commencé à prendre sa forme définitive. Et c'est justement à partir de ce moment-là que Steel Wool s'est vraiment mis à appuyer les références aux années 70 et aux Fredbears. Mais bon, le Fallfest, on en parle depuis Hellpointed 1, et si on a fait 3 jeux sans l'explorer en profondeur, qu'est-ce qui me fait dire que Secret of the Mimic le fera? Eh ben, premièrement, ça va sembler un peu idiot, mais le fusil de Chekhov. Plus on en parle à demi-mot, plus ça devient évident qu'il va servir à quelque chose. Et puisqu'on est bon pour se taper la préquelle ultime, le jeu qui se passe tellement avant tout ce qu'on connaît que le MCI a même pas eu lieu, bah, l'occasion est trop belle. Imaginez 2 secondes qu'après avoir sorti la super préquelle, on nous dise que En fait, il y avait des trucs importants encore avant, et donc on va refaire une préquelle. ce serait complètement con. Deuxièmement, il y a le fait qu'un projet chez Steel Wool, nommé Carnival, est justement dans les bacs depuis Ruin. En faisant de la caméra libre, on peut trouver un bout de map inutilisé ayant comme inscription « Quelque chose de cool qui pourrait préparer Carnival », signé G-Top, pour Jason Topolsky, fondateur de Steel Wool. Carnival, c'est pas un nom anodin, et vu que le jeu prendra place dans un atelier et non pas pendant une fête foraine, le nom semble très clairement pointer vers une importance du Fallfest. Et si vous vous demandez comment je suis aussi sûr que Carnival renvoie à ce jeu-ci, et non pas à Hellpointed 2 ou un hypothétique opus postérieur, regardez un peu l'URL du PlayStation Store. Bizarre. Troisièmement, le thème de la fête foraine, c'est vraiment un truc dans l'air du temps pour FNAF. Le chant du cygne de Special Delivery, paix à son âme, ayant été une espèce de mode histoire un peu bizarre nommé Dark Circus, avec ce genre de thématique carnavalesque très prononcée. Et en fin d'année, on va se taper le film FNAF 2 qui fait la part belle au Phase Fest. Sachant que le premier film faisait des appels de phare à Security Breach en intégrant directement Vanessa au récit, il serait très cohérent que le Phase Fest soit également une référence au dernier jeu. Surtout que les toys ont justement été un peu remis en avant dernièrement. Enfin, dernier argument, le rapport entre le Mimic et les Jacko, et précisément avec Jack O'Lune. À l'époque de Ruin, plusieurs personnes avaient remarqué qu'Eclipse avait un système de dents sous son masque, ce qui est techniquement inutile vu que le dit masque est inamovible. Plus précisément, la communauté a noté une ressemblance entre ses dents et celles du Mimic. Ajoutez à cela le fait que le responsable de la garderie n'utilise pas le même endosquelette que les Glamrock, et que sa carrure est plus proche de celle du Mimic, et vous avez tout un tas de théoriciens qui se sont demandé si Soleil, Lune et Eclipse ne seraient pas en fait un très vieux robot de la même génération que le Mimic. Et ça pourrait même expliquer ce que fout Jack O'Lune dans le carrousel ou dans le jeu Balloon World. Il est là parce que le responsable de la garderie était au Fallfest. Alors, je sais, vous allez me dire... Mais Ulti, le carrousel et l'arcade, ça peut pas être le Fallfest de 70. Il y a les toys dessus. Et les toys, ils ont pas été construits avant 87. Tu dis de la merde, Ulti. Eh bien, déjà, je préférais que vous parliez mieux. Non mais oh. Et ensuite, rien ne dit que les toys ont été créés en 87. Dans les faits, les animatroniques toys datent de cette époque. Ouais, bien sûr. Mais on sait déjà que les personnages existaient avant, puisque l'on peut voir des jouets à leur effigie dans FNAF 4, soit en 83. Un truc qu'il faut comprendre, c'est que les animatroniques sont des produits dérivés. Le personnage est créé dans un canon intra-univers qui contient les restaurants, les jeux vidéo et même les dessins animés. Dans FNAF 4, on pouvait voir le Quatuor en tant que personnage du dessin animé Fredbear and Friends. Dans la vraie vie, FNAF, c'est avant tout des jeux vidéo. Mais même là, certains personnages sont d'abord apparus dans des produits dérivés avant d'arriver dans la série principale. Il y a même 2 séries de figurines, les modèles Circus et les modèles Balloon, qui sont sortis à l'époque de Security Breach alors que ces personnages n'existent nulle part dans la série. On pourrait même aller jusqu'à considérer que le nom des animatroniques Toy soit une référence à ça. Il s'agissait peut-être à l'origine de jouets vendus sur le Fallfest qui sont ensuite devenus des personnages à part entière.
Après, le jeu se passe en 79, le Fall Fest devrait donc s'être déjà passé. Mais je dis pas que l'on vivrait forcément les événements du Fall Fest, seulement que l'on pourrait en observer les conséquences directes. Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y avait déjà des âmes à libérer à l'époque? Est-ce qu'on aurait libéré David Murray peut-être? Toutes ces questions seraient parfaitement pertinentes dans le thème du jeu selon moi. Et même si Secret of the Mimic n'y répond pas, je serais prêt à parier qu'un futur jeu le fera. C'était un gros morceau. Eh ben, commencer par un triptyque comme ça, c'était pas facile, hein? Mais au moins, Ah, oui. Ça. Le leak. Si vous n'êtes pas au courant, il y a quelques semaines de ça, des infos sur un hypothétique futur jeu auraient leaké. Et je vais même pas vous faire l'affront de vous dire que si vous voulez pas vous faire spoil, allez à Timecode, parce que ce soi-disant leak est un des trucs les plus absurdes que j'ai lu de ma vie. Contexte. Un utilisateur de 4chan dit avoir des infos sur un Security Breach 2 qui devrait sortir en 2027. Et y a rien qui va. En gros, 5 ans après Ruine, le Pizzaplex a été reconstruit en 3 fois plus grand, et la sécurité est maintenant gérée par un truc qui s'appelle la Fazbear Task Force, et ils ont des armures paramilitaires et des bâtons électriques. On aurait 2 campagnes, une où Vanessa se fait passer pour une membre de la Task Force en mode agent double, et une où un Grégory de 16 ans s'infiltre dans le Pizzaplex pour sauver Cassie, qui a été possédée par le Mimic, et se fait désormais appeler la Princesse Lapine. Et en fait, le gameplay de Grégory est inspiré de Mirror's Edge, et il utilise des gadgets du futur qui sont alimentés par la tête de Glamrock Freddy qu'il a attaché dans le dos. Le gars il a un propulseur à plasma à l'Iron Man, et il y aurait un combat de boss contre un robot géant avec un canon laser. Le but du Mimic serait de fusionner avec le Blob et utiliserait des nanomachines pour contrôler du pérofluide qui marcherait comme un symbiote, qui pourrait prendre une forme humanoïde et faire une armée liquide qu'ils appelleraient les Mimic Revenants. Et Cassie, pardon, la princesse Lapine utiliserait des Revenants pour se faire des chevaliers. Et à un autre moment, t'as un niveau dans les égouts. Les égouts? LOL, les égouts! Où t'as un staffbot qui s'appelle le réactif, Reagent en anglais. qui t'envoie du gaz pétrochimique à la gueule. Et en fait, il y avait un deuxième Glamrock Freddy qui est méchant et qui s'oppose à nous. Et ce leak est ridicule. C'est évidemment fake. Mais alors pourquoi en parler? Bah parce que pas mal de gens y ont cru en fait. Et ce, parce que le réactif, donc le staffbot qui balance du gaz moutarde là, il est apparu dans le dernier livre interactif. Et pour vous résumer ce livre... Heureusement que tu étais là, Roxy. Je me demande vraiment qui est la cause de tous ces pièges qui ont failli me coûter la vie cette semaine. Le coupable, c'est lui! Oui, c'est moi, et je recommencerai un plein de fois s'il le faut. Ouais, non, on va pas trop en parler en fait. Dans le bouquin, on nous explique que le réactif, c'est un staffbot dont le rôle est de stériliser le Pizzaplex pendant la nuit en vaporisant des produits chimiques devant désinfecter et détruire toute matière organique. Le seul souci, c'est que vu que Grégory et Cassie ont décidé de jouer dans le Pizzaplex après la fermeture, bah aux yeux du réactif, ce sont de la matière organique qui devrait pas être là. Et donc, si le réactif est canon au livre, les gens se sont mis à péter une durite en mode OMG, en fait, c'est vrai le leak! Et... Non. Le leak dit beaucoup de choses. Le fait qu'une information soit avérée n'implique pas que le reste est vrai. Je suis fan de Pokémon et je peux vous dire que le nombre de leaks où t'avais que 1 ou 2 infos qui étaient vraies, je peux plus les compter tellement il y en a eu. Ensuite, il faut pas oublier que le leak dit aussi des choses qui sont factuellement fausses. Il dit par exemple que Scott veut se débarrasser de Steel Wool, sur qui il impute l'échec de Security Breach. Alors qu'il a lui-même reconnu publiquement que c'était sa faute. Plusieurs fois. Le leak se termine littéralement sur une diatribe décrivant Scott comme le dernier des connards, alors que même les gars de chez Steel Wool sont super contents de ce partenariat. Non, le truc qu'il faut pas oublier, c'est que Escape from the Pizzaplex, bien qu'il soit sorti le mois dernier, avait été envoyé en précommande avant la sortie du leak. Il suffit qu'un gars ait eu accès à une précommande et détesté la direction prise par le livre, Je le comprends un peu. et déverser son venin sous la forme d'un pseudo-leak en intégrant 2-3 trucs pas encore annoncés pour rendre le tout plus crédible. Toute cette affaire du leak, c'est juste un hater salé qui a réussi à troller beaucoup de gens. Restez critiques, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet, et méfiez-vous des leaks sur 4chan. Pour un de vrai, on en a 12 de faux. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à nous suivre sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait.
Ce triptyque ne fut pas de tout repos, je dois bien l'avouer. J'ai pas choisi le thème le plus simple pour un début, mais je suis assez satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Si j'ai réussi à vous hyper pour Secret of the Mimic, sachez que je compte le faire en live dans les semaines qui viennent. Donc restez à l'affût et abonnez-vous à ma chaîne Twitch personnelle pour ne rien rater. Je vous préviens cependant, ma prochaine vidéo sur cette chaîne ne sera pas à propos de FNAF. J'en referai, c'est assez évident, mais je ne veux pas m'enfermer dans un seul sujet. Ici on est multi-fandom, FNAF n'en est qu'un parmi tant d'autres. Je tiens également à m'excuser de la date à laquelle sort cette vidéo. Elle était censée être finie en mai, finalement elle sortira la veille de la sortie de Secret of the Mimic. J'ai eu beaucoup plus de mal que prévu à finir ce script, et même une fois celui-ci fini, le montage, c'est compliqué. Enfin bon, c'était Ulti pour la chaîne Innommée. Allez, bye bye.